Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vous raconte le massacre de Pike Country qui a eu lieu en avril 2016 aux États-Unis. Cette affaire se passe dans l'Ohio. 8 membres d'une même famille ont été lâchement assassinés. Tous ont reçu une ou plusieurs balles dans la tête. Seuls les enfants en bas âge ont été épargnés, mais on n'a laissé aucune chance aux adultes. Le mobile de ces meurtres dépasse l'entendement. Cette affaire, elle commence le 22 avril 2016, lorsqu'à 7h49, une femme qui se prénomme Bobby Joe appelle le 911. Elle vient de retrouver sur la propriété de sa sœur et de son ex-beau-frère 2 corps. Celui de son ex-beau-frère, Christopher Rodden, et celui du cousin de celui-ci. Bobby Joe, elle se retrouve sur cette grande propriété où il y a 3 mobil-homes où vit la famille Rodden parce qu'elle a l'habitude régulièrement d'aller nourrir les animaux qui appartiennent à sa sœur et sa famille. C'est ce qu'elle fait ce matin-là, accompagnée de son frère James. Après avoir appelé la police, elle se rend dans le second mobil-home de la propriété et c'est là qu'elle va trouver 2 nouveaux corps. James, qui accompagne sa sœur Bobby Joe, commence à se faire énormément de soucis parce qu'ils n'ont toujours pas retrouvé leur sœur. C'est pourquoi James se dirige vers le 3e mobile-home et entre-temps la police arrive et toute l'équipe, tous 3, donc James et la police, vont découvrir 3 nouveaux corps, dont celui de Dana Rodden, qui est donc la sœur de Bobby Joe et de James. Durant cette matinée, la police ainsi que Bobby Joe et James ont retrouvé 7 corps sur la propriété de Union Hill à Pike Country en Ohio. Aux alentours de 13h30, 13h26 pour être précis, un nouveau coup de fil est passé au 911. Une nouvelle victime vient d'être découverte. Il se prénomme Kenneth Rodden, c'est également un membre de la famille Rodden. On l'a retrouvé assassiné dans son mobile-home dans le village voisin. Très vite, on va se rendre compte que toutes ces personnes font partie d'une seule et même famille, la famille Rodden. Parmi les victimes, on trouve Dana Rodden, elle a 38 ans, elle est décédée de plusieurs balles dans la tête et dans le cou. Son ex-mari Christopher Rodden, lui, il est décédé de plusieurs balles dans la tête, mais il a également reçu des impacts de balles dans le torse et dans les jambes. Il apparaît assez clairement que Christopher Rodden s'est réveillé et qu'il a tenté de se défendre. Font également partie des victimes Christopher Jr. Christopher Jr., c'est le plus jeune fils de la famille Rodden. Il a 16 ans, il a tout juste 16 ans, il est encore scolarisé et lui également a reçu plusieurs balles dans la tête. Frankie Rodden, qui est le premier enfant du couple Rodden, compte également parmi les victimes. Il a été assassiné avec sa petite amie qui se prénomme Anna J.A. Le couple avait un enfant de 6 mois, le couple a été assassiné, mais l'enfant a été épargné. Le couple a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. La fille du couple Rodden a également été assassinée. Elle se prénomme Anna, comme sa belle-sœur, sauf qu'il n'y a pas de H à la fin de son prénom. Elle a 19 ans, elle a 2 enfants, mais le soir où on l'a assassinée, elle n'avait que le plus petit de ses enfants qui avait 4 jours et on l'a également retrouvée assassinée de plusieurs balles dans la tête. On a laissé la vie à son enfant était dans ses bras. Parmi les victimes également, Gary Rodden, c'est le cousin de Christopher Rodden. Lui, il était également sur la propriété de Union Hill. Il a 38 ans et il est également mort de plusieurs balles dans la tête. La dernière victime qui a été retrouvée plus tard dans la journée, Kenneth Rodden, lui c'est le frère de Christopher Rodden, également assassiné de plusieurs balles dans la tête, mais sur une autre scène de crime. On a donc 4 scènes de crime, 3 mobil-homes sur la propriété de Union Hill où vivait une grande partie de la famille Rodden et une autre scène de crime dans le village voisin, celle où on a retrouvé le frère de Christopher Rodden, Kenneth Rodden. Les premières constatations laissent clairement penser qu'il y avait plus d'un tireur sur les scènes de crime. La police va également se demander si l'une des victimes ne pourrait pas être également l'assassin. Ce n'est pas le cas. Aucune des victimes ne s'est donné la mort.
La région n'est pas du tout habituée à ce genre de crime, hein. C'est une région peu peuplée, plutôt vallonnée, et c'est vrai que cette affaire va mobiliser énormément de personnes. Une centaine de policiers vont être mobilisés. La police va très vite demander aux membres de la famille Rodin qui ont été épargnés de faire très attention à leur sécurité, également de porter une grande attention aux enfants qui ont été épargnés dans ce massacre, parce qu'on ne sait pas si le tueur va revenir, s'il compte assassiner d'autres membres de cette famille. Il faut quand même savoir que le couple Dana Rodin et Christopher Rodin ont perdu leurs 3 enfants dans ce massacre. La famille Rodin a été clairement décimée. Selon la police, c'est d'ailleurs la famille Rodin qui est visée. On n'est pas face à un crime de rôdeur ou face à un crime, par exemple, pour un vol. C'est vraiment la famille Rodin qui a été visée dans ce massacre. Les autopsies qui vont être réalisées sur les 8 victimes vont démontrer qu'elles se sont battues parce que certaines des victimes ont des ecchymoses, toutes ont une balle, voire plusieurs balles dans la tête. Christopher Rodin, lui, a plusieurs balles également dans les jambes et dans le torse. Christopher Rodin s'est réveillé et il a tenté de se défendre. Pour que l'on puisse bien comprendre à quel point on n'a laissé aucune chance à la famille Rodin, les tireurs ont tiré 32 balles. 8 victimes, 32 coups de feu. Vraiment, on n'a laissé aucune chance à cette famille. Et je pense qu'on peut rapidement dire que si les enfants en bas âge sont toujours vivants, dont un enfant de 4 mois dans les bras de sa maman qu'on vient d'assassiner, c'est parce que les assassins ont décidé de leur laisser la vie sauve. La police découvre très rapidement sur la propriété de Union Hill où se trouvent les 3 mobil-homes des plantations de cannabis. 200 plants de cannabis sont en effet retrouvés dans les 3 mobil-homes qui se trouvent sur cette propriété. Très vite, du coup, l'enquête va se diriger vers la possibilité que cette famille a été assassinée pour un trafic de drogue. En effet, on a retrouvé 200 plants de cannabis sur 3 des 4 scènes de crime. La police estime qu'ils sont là face à du cannabis pour environ un demi-million de dollars. La police estime très rapidement que la famille Rodin ne consommait pas tout ce cannabis, mais qu'elle en faisait commerce. Très vite également, 2 ou 3 jours après la découverte des meurtres, la police va découvrir que la famille Rodin faisait des combats de coq, et qui dit combat de coq dit paris, et qu'il est également probable que ces paris, ces combats de coq, les aient menés vers la mort. Alors si au début, il y a des gens qui, comme par exemple un homme d'affaires de Cincinnati, c'est à une centaine de kilomètres de Pike Country où a eu lieu le massacre, propose dès le lendemain des meurtres une récompense de 25 000 dollars pour toute information qui pourrait aider à retrouver le ou les assassins de cette famille. Malheureusement, lorsque dans les journaux sort l'histoire du cannabis et des combats de coq, cet homme décide de retirer sa rançon. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment clairement dire que l'enquête va être menée pratiquement à charge contre la famille Rodin. Je vous rappelle que les corps ont été retrouvés par Bobby Joe et James. Leur nom de famille, c'est Mandley. Eux, ce sont donc les frères et sœurs de Dana Rodin. Dana Rodin Mandley de son nom de jeune fille. Et leur papa se prénomme Leonard Mandley. Lui, il va très clairement dire assez rapidement qu'il estime qu'on veut traîner sa fille dans la boue. Il est conscient qu'effectivement, il y a eu un trafic de cannabis, qu'il y a des combats de coqs, ce sont des choses illégales, mais il trouve quand même que cette enquête est faite à charge. Lui, il vient de perdre 8 membres de sa belle famille, et il a vraiment l'impression qu'on investit contre sa propre famille, puisque la police va estimer que James Mandley et sa sœur Bobby Joe ont carrément tenté de dissimuler des preuves. Ils auraient cassé un GPS dans l'idée de détruire des preuves. Tout ça va être ensuite, ces déclarations et ces accusations vont être ensuite abandonnées. Mais c'est vrai que pour la famille restante, c'est vraiment très compliqué. Il y a le deuil à gérer et il y a la police qui investigue clairement à charge contre sa famille. Fin avril, la police qui a terminé les autopsies rend les corps aux familles. Les familles vont ensuite pouvoir enterrer les victimes.
C'est assez triste parce que pendant les enterrements, la police va aller sur la propriété de Union Hill et va en profiter pour perquisitionner tous les véhicules qui se trouvent sur la propriété. Il y a énormément de véhicules sur cette propriété, hein. Je crois que pratiquement tout le monde avait une voiture, tous ceux qui étaient en âge de conduire avaient une voiture. Donc la police, pendant que la famille est en train d'enterrer ses morts, va sur cette grande propriété et il y a une espèce de long défilé de voitures qui est saisi avec des voitures qui ont amené les policiers sur place et tout le monde se redirige vers une place qui appartient à la police. Donc ça, c'est la première étape, la police vient saisir tous les véhicules. La deuxième étape, c'est la police qui revient quelques jours plus tard et à ce moment-là, ils vont saisir les mobil-homes de la famille, ils vont les embarquer sur une place qui appartient également à la police pour pouvoir investiguer à l'intérieur de ces mobil-homes. C'est également à l'intérieur de ces mobil-homes que la police a retrouvé les plantations de cannabis. Dans cette affaire va rentrer en jeu une troisième famille, la famille Wagner. La famille Wagner, ce sont des amis de la famille Rhoden, également des partenaires commerciaux, mais ce sont plus que ça, puisque Anna Rhoden, la fille Rhoden, et Jake Wagner, l'un des fils de la famille Wagner, ont eu un enfant ensemble. Ils ont eu la petite Sophia, qui a 3 ans au moment des massacres. Le couple est séparé déjà depuis plusieurs mois et la garde de l'enfant a été réglée devant un juge. Selon la famille Wagner, il n'y a pas de problème autour de cette garde. Le couple, enfin l'ex-couple s'est entendu autour de la garde et il n'y a pas de souci. Par contre, les rumeurs et les gens parlent un petit peu plus et beaucoup relatent des disputes qui auraient eu lieu dans le couple au sujet de la garde de l'enfant. Durant à peu près une année, il ne va pas se passer grand-chose. Durant cette année-là, alors la police investigue, ça c'est clair, mais les gens sont plutôt sur l'idée que la famille Rhoden a peut-être succombé à une dispute autour de la drogue, autour du cannabis, et que c'est ça qui a perdu cette famille. Cela dit, la police investigue également autour de la famille Wagner et d'autres pistes. Le 12 mai 2017, on est un peu plus d'une année après le massacre, la police va investiguer et va fouiller l'un des terrains appartenant à la famille Wagner. Ce terrain a été vendu mi-mars, mais ils en étaient propriétaires jusque-là. Et ils vont également aller fouiller l'ancienne propriété de Jake Wagner et fouiller fouiller cet endroit. En juin 2017, toute la famille Wagner va déménager en Alaska. Un mois après que la police soit venue investiguer sur leur terrain, toute cette famille, donc les parents qui ont une quarantaine d'années, leurs 2 enfants qui ont à peu près 25 et 26 ans, et la petite Sophia, qui est le fils de Jake Wagner, qui a 26 ans, vont tous déménager en Alaska. La famille Wagner va dire que le but de ce déménagement, c'est d'éviter que Sophia vive dans le tourbillon médiatique qui a lieu autour du massacre de sa famille et que c'est uniquement pour ça qu'ils ont déménagé. Cela dit, ça va quand même éveiller un tout petit peu les soupçons de la police. La police va demander plus d'informations à la population et surtout des informations relatives à la famille Wagner. Énormément de coups de fil vont être passés à la police, vraiment énormément, si bien que la police de l'Alaska va demander à ce qu'on arrête de téléphoner parce qu'ils ont vraiment de la peine à trier toutes ces informations. Mais tous ces coups de fil et toutes ces investigations vont permettre à la police d'arrêter les 4 membres de la famille Wagner le 13 novembre 2018, de tous les inculper de meurtre et tous les 4 risquent la peine de mort. Alors la famille Wagner, c'est qui? C'est donc Billy Wagner, George Billy Wagner III, il a 47 ans, il est marié à Angela Wagner qui a 48 ans, ils ont 2 enfants, 2 fils, Edward Wagner que l'on surnomme Jake Wagner et George Wagner IV qui a 27 ans. Et tous les 4 sont donc inculpés de meurtre. Plus que le contentieux autour de la garde de Sophia, il y a également un contentieux autour de la paternité du dernier enfant d'Anna Rhoden. Anna Rhoden, c'est la jeune femme de 19 ans qui a été retrouvée assassinée avec son enfant de 4 jours dans les bras. Autour de cet enfant de 4 jours, il y a un conflit de paternité. En fait, Anna Rhoden, elle a donc eu un premier enfant avec Jake Wagner, mais elle s'était séparée et elle s'était remise en couple avec Charlie Gillet. Charlie Gillet, c'est le frère de
Anna Jay, qui est décédée dans le massacre de Pike Country et qui était la petite amie de Frankie Roden. Donc il y a plusieurs familles qui sont impliquées dans cette affaire. Mais Jack Wagner, lui, se vantait un petit peu de pouvoir peut-être être le papa de cet enfant de 4 jours. Il y avait donc un conflit autour de cette paternité entre Jack Wagner et Charlie Gillet qui dit être le père. Lui n'est pas mort, Charlie Gillet, il est toujours vivant. Des tests de paternité qui ont été réalisés après le massacre prouvent que c'est bel et bien lui, Charlie Gillet, le papa de cet enfant de 4 jours, et donc pas Jack Wagner. Ce que l'on saura ensuite, c'est que certains membres de la famille Wagner ont falsifié les documents relatifs à la garde de Sofia pour permettre à la famille de partir en Alaska avec la petite. Ce qui va permettre l'arrestation de la famille Wagner, c'est que le silencieux qui a servi à assassiner la famille Roden a été retrouvé et c'est à ce moment-là que la police va pouvoir arrêter les 4 membres de la famille. On saura ensuite que la famille Wagner a falsifié des documents relatifs à la garde de Sofia pour pouvoir partir habiter en Alaska avec celle-ci. On saura également qu'ils ont commis des erreurs en tentant de dissimuler leur crime, comme par exemple on a retrouvé le silencieux qui mènera à leur arrestation. On sait que la famille Wagner s'est procuré des chaussures, s'est procuré des munitions, s'est procuré tout le nécessaire pour fabriquer des silencieux quelque temps avant le massacre de la famille Roden. Ils vont être également accusés d'avoir déplacé 2 des corps de la famille. Ils vont être accusés d'avoir tenté de dissimuler des preuves, de s'être débarrassés de téléphones portables, d'appareils photo et du silencieux. Alors pourquoi cette famille Wagner va décimer la famille Roden? Je crois que vous l'avez tous compris, c'est la garde de la petite Sofia et peut-être que Jack imaginait également que l'enfant qui venait de naître était le sien. En tout cas, ils ont décidé de tout faire pour récupérer la garde de Sofia. Tout faire, ça veut dire massacrer toute sa famille, son grand-papa, sa grand-maman, tous ses oncles et ses tantes. Franchement, c'est monstrueux. Je veux dire qu'on va bousiller la fille de cet enfant pour pouvoir l'avoir juste à soi. Je veux dire que quand j'ai lu les premiers temps cette affaire, quand j'ai entendu parler des plantes de cannabis, de ce genre de choses, je me suis dit, voilà, on est peut-être face à une histoire très compliquée, ouais, effectivement, face à des histoires de drogue, des choses comme ça. D'ailleurs, la police est ensuite excusée d'avoir investigué à charge le papa de Dana Roden et de Bobby Joe et James a beaucoup œuvré pour la mémoire de sa fille, pour la mémoire également de son beau-fils et de ses petits-enfants, en disant qu'ils n'étaient pas responsables de ce massacre. On n'a pas le droit de vendre du cannabis, on n'a encore pas le droit de faire des combats de coq, mais c'est pas pour autant qu'on mérite de se faire assassiner comme ça et qu'on l'a cherché. Vraiment, moi, ça m'a scié quand j'ai entendu que cette famille Wagner avait assassiné 8 membres de la famille pour garder la garde de Sofia. Mais ça veut dire que quand cette petite, elle aurait eu 16 ans et qu'on va lui parler de ce massacre, c'est quelque chose qui... C'est pas un bon départ dans la vie de commencer comme ça. En tout cas, ouais, c'est incroyable ce que l'on peut faire pour la garde d'un enfant. C'est incroyable l'égoïsme dont a fait preuve cette famille, combien même, je pense qu'ils se sont estimés comme des justiciers ou je sais pas quoi. En tout cas, la famille Wagner a investigué pendant 1 mois. Ils ont piraté les comptes Facebook, les comptes réseaux sociaux de la famille Roden. Ils ont observé leurs déplacements, noté leurs horaires de travail, leurs habitudes de sommeil pour savoir à quel moment ils allaient retrouver tous les membres de la famille au même moment, au même endroit. Ils ont vraiment préparé leur crime. Donc à aucun moment sur les 4 membres de la famille, enfin je dis 4 parce que 4 membres ont été arrêtés, mais il faut savoir que les 2 grands-mamans, l'une s'appelle Rita Newcomb et l'autre Frederica Wagner, ont également été mises en examen. Elles n'ont pas été arrêtées, mais mises en examen pour falsification de documents et parjure. Rita Newcomb, qui était celle qui avait le plus d'accusations contre elle, a finalement plaidé coupable pour la plus petite des infractions. Et voilà, ces 2 grands-mamans ont également falsifié les documents d'État relatifs à la garde de l'enfant. Je trouve
c'est incroyable. Je veux dire, si on est une bonne grand-mère, on ne peut pas passer ce temps à tenter de trouver, arrière-grand-mère plutôt, comment massacrer sa famille. C'est juste incroyable. Cette famille Wagner, si je peux me permettre, c'est vraiment le diable incarné, quoi. On va massacrer tout le monde pour pouvoir égoïstement profiter de la garde d'un enfant, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Et cet enfant, maintenant, elle se retrouve, quoi, avec toute sa famille massacrée, son papa, sa maman, son grand-papa, sa grand-maman, enfin, à large échelle, tout le monde a été décimé. Et maintenant, le peu de famille qui restait, son papa, ses grands-parents de l'autre côté, du côté paternel, tout le monde va se retrouver en prison, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, tout le monde va être condamné à mort. Voilà, enfin, moi, ça m'a vraiment dépassé. Je pense qu'on verrait ça dans un film. Personnellement, je me dirais que c'est un petit peu abusé. En tout cas, voilà ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour leur propre envie personnelle. Parce que moi, on peut me dire ce qu'on veut, hein, même si la famille Rodin était peut-être toxique. Hein, je ne dis pas du tout que c'était le cas, mais on ne peut pas faire ça à un enfant. On ne peut pas lui faire ça comme début de vie, un massacre de toute une famille, de son père, enfin de sa mère en l'occurrence, mais pas de son père, de son grand-père et de sa grand-mère. Enfin, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la police, comme j'ai dit, s'est donc excusée auprès de la famille Mandley d'avoir chargé cette famille, d'avoir peut-être également mal parlé d'Anna et Christopher Rodin, qui faisaient commerce de cannabis, qui faisaient des combats de coq. Et peut-être que ça a fait perdre un peu de temps à cette affaire. Cette affaire n'est toujours pas jugée. Les deux grands-mamans ont eu leur jugement. Je crois qu'il n'y a que Rita Newcomb qui a finalement été en jugement. Les 4 membres de la famille Wagner, donc George Wagner 3, sa femme Angela et Edward Jack Wagner et leur fils George Wagner 4, sont tous en prison en attente de leur procès. Ils risquent tous la peine de mort parce qu'ils ont assassiné avec préméditation et ils sont maintenant en attente de leur jugement. Cette affaire n'étant pas encore jugée, elle devait l'être en 2020. Malheureusement, comme beaucoup de choses qui avaient lieu cette année, ça sera repoussé pour cause de coronavirus à l'année prochaine. Si cette affaire vous intéresse et les nouveaux développements qui ont lieu dans cette affaire vous intéressent, je vous invite à vous abonner à mon Twitter, Vanina Crime et Disparition, et je vais poster tous les articles relatifs à cette affaire qui vont paraître ces prochaines semaines et avant le procès, et également quand le procès va enfin pouvoir avoir lieu. Voilà, merci de m'avoir suivi, 1000 merci pour vos messages, merci pour tout, je suis toujours impressionnée de voir le nombre d'abonnés que j'ai, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, j'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau crime et disparition, probablement je ferai cette fois une histoire qui se déroule en Suisse. D'ici là, prenez soin de vous, à tout bientôt, salut!